Très bien. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver après cette séance de vendredi qui était particulière et qui était sans journaliste et où je me suis retrouvé seul face à un iPad et c'était particulier comme conférence de presse. Donc je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Malheureusement, à ce stade, nous n'avons pas eu les résultats de la première vague. Donc comme d'habitude, ils vous seront communiqués en fin de journée avec le point sanitaire, avec l'ensemble des tests de la journée. Donc nous restons aujourd'hui à 18 cas confirmés de coronavirus en Nouvelle-Calédonie et les autres tests vous seront donnés en fin de journée. Ce qui me permet de revenir sur le cas trouvé au centre opérationnel du gouvernement et d'indiquer aux Calédoniens un peu la procédure, ce qui s'est passé pour les différents membres du gouvernement, les collaborateurs, les services de la Nouvelle-Calédonie, comment on a été finalement, comme tous les Calédoniens, subi une procédure d'enquête de la part de la direction des affaires sanitaires. Donc on a été appelé par la direction des affaires sanitaires pour des entretiens qui étaient particuliers, avec plusieurs questions, savoir si nous avions des symptômes, si nous étions malades, si on revenait de voyage, dans quelles conditions nous avons pu rencontrer la personne qui avait été testée positive au coronavirus, quand on l'avait rencontrée, dans quelle pièce, la taille de la pièce, à quelle distance d'elle nous étions, et en fonction de tous ces éléments, la DAS, enfin la Direction des Affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, nous ont donné des préconisations, comme là aussi à l'ensemble des Calédoniens qui sont confrontés à une cohabitation proche avec une personne qui était déclarée positive au coronavirus. Donc les personnes qui ont été considérées par les autorités sanitaires en risque élevé ont subi un test pour savoir s'ils étaient positifs ou négatifs au coronavirus. Tous les tests que nous avons eus jusqu'à présent ont tous été négatifs, ainsi que les proches de la personne testée positive. Et ces personnes en risque élevé ont été placées en quatorzaine, soit à domicile, soit dans des hôtels, pas parce qu'ils étaient malades. À l'heure actuelle, il n'y a aucune personne qui a été déclarée malade, mais de manière préventive pour éviter tout risque de contamination autour de ces personnes. Ça a été le cas du président du gouvernement qui vous l'a indiqué samedi lors de son allocution de son lieu de confinement, qui a indiqué qu'il était en quatorzaine par mesure de précaution pour ne pas contaminer les autres membres du gouvernement, les collaborateurs, mais également sa famille. D'autres personnes comme moi, par exemple, où on était très peu en contact avec la personne malade, on a été considéré en risque faible. Risque faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de continuer à travailler, on a le droit de continuer à venir au travail. Par contre, on doit se surveiller tous les jours, c'est-à-dire qu'on doit prendre sa température tous les jours pour voir si on n'a pas de la fièvre. On doit respecter bien sûr les gestes barrières, mais ça tout le monde doit respecter les gestes barrières, on ne le dit pas assez, et on doit respecter une certaine forme de distanciation. C'est pour ça que je suis rentré par ce côté-là aujourd'hui, pour être peu en contact avec les journalistes qui sont parmi nous aujourd'hui, et d'avoir le moins de risques possible pendant la période de 14 jours. Donc voilà de manière toute transparente comment ça s'est passé, comment ça se passe pour l'ensemble des personnes qui sont en contact avec une personne positive, et donc un certain nombre de membres du gouvernement, de collaborateurs et de personnes des services sont placés en quatorzaine par mesure préventive. Deuxième point à l'ordre du jour, je vous propose de revenir sur les différentes mesures économiques que nous avions pu annoncer vendredi. Je vous annonce que, comme j'avais pu le dire vendredi, que sur le site covid19.nc et très prochainement sur le site du gouvernement gouv.nc, les différentes mesures sont en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez faire un certain nombre de démarches en ligne pour demander le chômage partiel, le report des charges sociales et fiscales, mais également télécharger un certain nombre de formulaires sur le report des loyers. On a voulu faire de la dématérialisation poussée. J'espère que ça satisfera l'ensemble des Calédoniens. Ce plan, il a été voulu à la fois pour les entreprises, mais également pour les travailleurs indépendants. On sait qu'il y a une grande crainte des travailleurs indépendants dans cette période qui est compliquée, mais également pour préserver l'emploi des salariés. Ça me permet de revenir sur la question de la mesure sur le chômage partiel,
qui est une mesure qui est extrêmement renforcée par rapport au dispositif actuel. Je vous rappelle que le dispositif actuel, c'est 66% du salaire minimum garanti. Aujourd'hui, on passe sur un dispositif qui est 100% du salaire minimum garanti et jusqu'à 84% du dernier salaire à raison de 4,5 fois le SMG. Donc c'est un dispositif qui est parmi certainement les plus généreux de la région, les plus généreux d'Europe, parce que on se calque sur le dispositif métropolitain. Et en toute transparence, ce dispositif, il ne pourra fonctionner qu'avec le prêt de trésorerie que nous avons demandé à l'État. Et nous attendons dans les prochains jours des réponses de la part de l'État pour financer ce dispositif qui est là vraiment pour préserver l'ensemble des salariés calédoniens qui sont touchés par cette crise. J'ai pris connaissance du courrier des organisations patronales qui indiquent que le seuil, finalement, est peut-être trop élevé pour que l'ensemble des salariés puissent en bénéficier. L'idée vraiment de ce dispositif, c'est d'aider les salariés et les entreprises et les entrepreneurs qui sont vraiment touchés par cette crise. Donc cette délibération, on l'a passée rapidement parce qu'on voit qu'il y a des commerces, des restaurants, des bars, des différents établissements qui ont été lourdement touchés par cette crise et qui attendaient des réponses rapides. Donc on a voulu prendre des réponses rapides et avoir une mobilisation générale sur ce sujet. Mais ce texte, il peut être amélioré, il peut être amendé avant d'arriver au Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les prochains jours où il sera voté. Mais je le redis, je l'avais déjà dit vendredi, nous avons une double contrainte. Enfin, la première contrainte, et c'est plus un objectif qui est celle de préserver les emplois et préserver les salariés, mais c'est également d'éviter les abus. Donc nous avons demandé avec Jean-Louis d'Angleberme ce matin aux différents partenaires sociaux de faire des propositions, c'est-à-dire qu'on a bien entendu les remarques sur la question des seuils et que les effets de seuil peuvent être compliqués pour certains, mais maintenant les partenaires sociaux doivent être aussi dans la proposition et pas que dans la demande d'une extension totale du dispositif. Il faut qu'on arrive à la fois à préserver les salariés, les entreprises et les entrepreneurs, mais également éviter les conditions d'abus. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour le gouvernement. Toujours sur la partie économique, l'État a annoncé ce matin les différentes mesures qu'il comptait prendre dans le cadre du plan de sauvegarde. Je vous rappelle que le plan de sauvegarde qui est voulu au niveau de la Nouvelle-Calédonie, il est sur différentes collectivités. Les provinces ont déjà eu l'occasion de communiquer avec des aides directes aux TPE, PME pour maintenir l'emploi, pour maintenir la trésorerie et pour donner un souffle vraiment à l'économie calédonienne dans cette période compliquée. Nous avons eu l'occasion, nous, vendredi, d'indiquer les mesures de chômage partiel, de report de charges et de différents points sur les loyers, l'eau et l'électricité. Et l'État est venu compléter ce package, si j'ai envie de dire, ce package économique qui est là pour sauvegarder l'économie calédonienne et les emplois à travers un prêt garanti par l'État sur des aides à la trésorerie pour accompagner le paiement des fournisseurs, le paiement des salaires et de réinjecter de la liquidité dans le système économique calédonien. Également le fonds de solidarité de l'État auquel la Nouvelle-Calédonie est éligible aujourd'hui. C'est des aides directes, notamment je pense aux travailleurs indépendants qui pourront bénéficier directement en aide directe de la part du fonds de solidarité de l'État en complément avec les provinces, mais également des TPE, PME qui pourront bénéficier du dispositif, ainsi que des outils qui sont mis en place par la BPI avec le prêt à tout, qui est un véritable outil de refinancement des entreprises. Donc voilà, le package économique, il est prêt. Nous attendons, nous, de notre côté, je vous l'ai dit, les réponses que j'espère positives, et je ne doute pas que les réponses seront positives, pour financer le chômage partiel et le report des charges sociales, mais l'ensemble des collectivités calédoniennes sont aujourd'hui mobilisées à deux choses. La première chose, c'est protéger de manière sanitaire les Calédoniens, mais c'est également d'éviter de rajouter à cette crise sanitaire une crise économique. Et donc nous mettons tout en œuvre pour éviter cette crise économique et sociale qui serait absolument catastrophique pour la Nouvelle-Calédonie, ses employés, ses travailleurs indépendants et ses entreprises. Je permets de faire un petit point sur une question sanitaire qui est un rappel en fait des procédures pour les médecins généralistes. On ne le dit pas assez, je compte sur vous les médias pour être pédagogue sur cette question de comment on doit
le terme utilisé est peut-être pas le bon terme, mais de comment on doit contacter les médecins généralistes. Aujourd'hui, on voit que la crise du Covid-19 fait oublier un certain nombre de choses, qu'il y a d'autres maladies aujourd'hui qui continuent à avoir en Nouvelle-Calédonie, malgré le fait qu'il y ait le Covid-19. Et donc, pour contacter les médecins généralistes et son médecin traitant, il est important d'appeler son médecin traitant. Si vous avez des symptômes du Covid-19, vous pouvez l'appeler. Il vous guidera pour vous faire dépister. Il vous guidera pour vous emmener vers les autorités qui sont compétentes et le Medipol pour voir si vous êtes positif ou négatif et ensuite vous accompagner dans toute la démarche. Et pour les personnes qui ont d'autres symptômes que celles du Covid-19, n'hésitez pas à appeler votre médecin traitant. Ils se sont organisés en interne. On a pu voir différents reportages sur différents médias qui a un nettoyage des cabinets, de l'utilisation de masques, l'utilisation de plexiglas pour effectuer les consultations. Mais si vous avez d'autres symptômes également, appelez votre médecin traitant, c'est important, et qui vous guidera soit sur une téléconsultation. On a pris des textes aujourd'hui pour faire que la téléconsultation puisse être rémunérée par les médecins généralistes, mais également s'il vous dit qu'une visite au sein de son cabinet est nécessaire, il a pris en son sein toutes les mesures qui permettent aujourd'hui d'effectuer ces différentes visites pour garantir la santé des Calédoniens. Et je le redis, il n'y a pas que le coronavirus en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi d'autres maladies, et il faut contacter son médecin traitant pour voir ce qu'il en est. Voilà, donc je vous propose de passer aux questions. Je sais qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient très déçus que vendredi, il n'y ait pas pu avoir de questions. Et donc je ne doute pas que vous ayez beaucoup de questions aujourd'hui. Bonjour Morgane, Radio Rythme Bleu. Moi, c'est des questions sur le rapatriement. Il y a 3 questions. Combien de Calédoniens ont été rapatriés depuis le début ? Quels sont les prochains vols à venir ? Et en ce qui concerne les vols vers la métropole, est-ce qu'il y en a de prévus avant le 14 avril ? J'ai pas eu encore le point de la cellule rapatriement sur tout ça. Je sais qu'il y a eu les rapatriements qui ont été effectués depuis la métropole et depuis Sydney récemment. Et il y a eu une volonté de la part du gouvernement pour protéger les Calédoniens qui sont en Nouvelle-Calédonie de placer ces gens-là dans les hôtels. Je salue d'ailleurs toute l'organisation qui a été faite parce qu'elle a été remarquable et extrêmement bien faite. Et il n'y a eu pas de heurts, il n'y a pas eu de critiques sur cette question. Je n'ai pas l'ensemble de ces chiffres. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse les afficher sur les différents sites du gouvernement très rapidement pour que vous ayez ces différents chiffres. Je suis désolé de ne pas avoir le point, mais je n'ai pas eu encore le retour de la cellule transport sur ce point-là. L'idée sur la question des vols sur la métropole, c'est qu'on puisse en assurer 1 ou 2 par semaine de mémoire pour assurer une certaine continuité aussi sur le fret, parce que le fret, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la période actuelle. Oui, les autres destinations, je vous ferai un point on fera un communiqué spécifique. J'ai certaines informations, mais je préfère pas me tromper parce que, vous savez, sur la question des rapatriements, on subit une chose également, c'est que la Calédonie n'est pas seule au monde. C'est-à-dire que parfois, il y a des aéroports qui nous autorisent à atterrir sur leur site 2 jours avant, et finalement, 2 jours plus tard, on n'a plus le droit d'atterrir parce qu'ils ont pris des contraintes qui étaient beaucoup plus fortes sur la Nouvelle-Zélande, sur l'Australie. Et donc, je préfère vous donner des informations qui sont exactes plutôt que des informations qui pourraient être inexactes, puisque je n'ai pas eu l'actualisation. Et vu que ça s'actualise quasiment d'heure en heure, cette question de l'atterrissage, on communiquera de la part du gouvernement. Je demande à la cellule communication qu'on puisse travailler sur un communiqué qui précisera l'ensemble de ces données. Bonjour, Mathurin Derel pour DNC. Je voulais juste revenir sur le premier point que vous avez évoqué concernant le cas positif qui a touché la cellule de crise. Les Calédoniens se posent plusieurs questions, notamment comment se fait-il que les responsables du gouvernement notamment n'aient pas été placés au CIS comme le précise la procédure normale. Et la seconde question, c'est le fait qu'il y a un faux cas positif. Donc on a bien compris l'idée d'un faux cas négatif, mais est-ce qu'un faux cas positif est possible ? Je n'ai pas entendu la deuxième partie, excusez-moi. L'idée, c'est est-ce qu'il est possible qu'il y ait des faux cas positifs ? C'est-à-dire qu'on puisse tester positivement des gens et en fait se rendre compte qu'en fait, ils étaient négatifs.
Oui. Sur la question du non-placement au CIS, notamment du président du gouvernement, enfin, je vous laisse imaginer que le président du gouvernement a besoin d'avoir des moyens techniques pour communiquer avec l'ensemble des membres du gouvernement, avec les différentes autorités, pour pouvoir continuer à travailler et pour pouvoir continuer à assumer cette crise. C'est-à-dire que, enfin, on est dans une crise qui est inédite. Si on coupe le président du gouvernement des moyens de communication que nous devons avoir pour assurer la gestion de cette crise, ça sera quand même compliqué pour protéger les Calédoniens. Sur la question des tests, je pense que vous devriez poser la question au CHT ou au laboratoire. Je crois qu'il y a toujours la possibilité qu'il y ait un faux test, qu'il y ait une erreur qui soit faite dans un test. C'est pas que en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui est mondial, mais je vous dis, je suis pas médecin, donc je laisserai les responsables du Medipol répondre à cette question. Sur le plan économique, donc vous avez bien expliqué que les aides du gouvernement étaient suspendues, enfin du moins conditionnées en fait aux aides de l'État. Plus conditionnées que suspendues, ouais. Conditionnées aux aides de l'État. Les bars, les restaurants ont exprimé un certain empressement, en tout cas ils sont pressés de pouvoir toucher les premières aides. Est-ce que vous pouvez leur apporter des réponses là-dessus ? Très clairement, on travaille avec l'État de manière constructive depuis le début pour apporter des solutions. Enfin, la question des bars, restaurants ou des établissements qui ont été fermés avant les autres et pour certains prestataires touristiques qui risquent d'être touchés après les autres, parce qu'il va falloir faire redémarrer la machine touristique. Et là aussi, c'est pas que la Calédonie qui va avoir du mal, mais c'est aussi l'ensemble du monde. Oui, on les a entendus. La question du chômage partiel, il s'applique directement à eux, c'est-à-dire que on se pose pas la question des critères ou quoi que ce soit pour ces établissements-là. Ils y bénéficient du chômage partiel. Nous avons demandé aux banques, et ils ont joué le jeu, d'être extrêmement compréhensif dans le report des différentes échéances bancaires. Le prêt garanti par l'État est aussi une réponse au déficit de trésorerie qui peuvent avoir pour le paiement des fournisseurs, le paiement de certaines charges. Donc oui, ces gens-là sont traités de manière prioritaire sur les dispositifs qui sont faits et par la province sud, la province nord et la province des îles, par le gouvernement et par l'État. Parce que c'est des personnes qui ont été touchées avant. Et quand je dis qu'il ne faut pas d'abus dans les différents dispositifs, parce qu'il faut aider ceux qui sont le plus touchés, eux, ils font partie des plus touchés, et donc il faut les aider. Oui, petite question, à savoir... Pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour tous vos auditeurs, s'il vous plaît. Bernard Lasso, CNC Première. Les mesures de confinement sont, semble-t-il, de moins en moins suivies. Il y a de plus en plus de monde qui circule, on va dire. Malheureusement, oui. Et est-ce qu'il y a déjà eu des... Vous avez étudié un peu quand pourrait être levé le confinement et quelles seront les conditions qui vont présider à la levée de ce confinement ? Ouais, je fais le même constat que vous. Il y a du non-respect des règles qui est triste. Vraiment triste. C'est-à-dire que le président du gouvernement l'a rappelé, le haut-commissaire l'a rappelé, je le rappelle à chaque point presse, de ne pas respecter le confinement, c'est de faire peser un risque sur l'ensemble de la Calédonie et sur ses proches et sur sa personne, que le virus circule en Nouvelle-Calédonie. Donc je ne comprends pas que des personnes ne comprennent pas ça. Et donc, pour le moment, il reste une semaine de confinement et j'espère que le civisme l'emportera durant cette période pour que nous puissions sortir le plus rapidement possible du confinement. Parce que justement, le respect de ces règles, ça permettra de sortir plus rapidement. Et ce qui m'amène à votre deuxième question, est-ce qu'on commence à travailler sur la sortie du confinement ? Oui. C'est-à-dire qu'on travaille avec les experts, notamment médicaux, qu'on a consultés pour la partie prolongation du confinement et qui nous ont conseillé de prolonger d'une semaine, ce qui a été fait de prolongation d'une semaine. On travaille avec eux, on travaille également avec le monde économique pour savoir comment on peut sortir du confinement, mais de manière progressive et peut-être par secteur ou de manière dégradée sur l'activité économique. On regarde aussi sur une progressivité de sortie du confinement par âge de la population, par secteur d'activité et par zone géographique. C'est quelque chose où on apprend chaque jour, je vous le dis à chaque fois, on apprend à marcher chaque jour, comme le dit le Premier ministre, mais on est en train de travailler dessus avec les différents partenaires que sont les spécialistes sanitaires, mais également les représentants du monde économique pour à la fois
permettre la protection sanitaire, parce que c'est pas tout de réouvrir. Si on réouvre et que derrière on a un cas qui est déclaré autochtone à la Nouvelle-Calédonie, on sera obligé de refermer. Donc il faut le faire dans les bonnes conditions, de manière progressive, pour protéger l'ensemble des Calédoniens. Mais à ce stade, je ne suis pas en capacité de vous dire si on va prolonger d'une semaine supplémentaire ou si on va commencer le déconfinement à partir de la semaine prochaine. Il est trop tôt pour le dire, on n'est que lundi. Il faut qu'on ait différents tests qui nous montrent que la Nouvelle-Calédonie ne voit pas le virus circuler en son sein. Anthony Tégéraud, des Nouvelles-Calédoniennes. Je voudrais revenir sur le premier point de cette conférence de presse, à savoir combien aujourd'hui de membres du gouvernement sont concernés par la quatorzaine. Est-ce qu'on a des membres principaux comme M. Santa en quatorzaine actuellement, et l'enquête de la DAS, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, combien de cas contacts est-ce qu'elle a pu mettre en évidence parmi tous vos collaborateurs au centre opérationnel du gouvernement? Ouais, nous avons 2 membres du gouvernement qui sont en quatorzaine. Je ne vous dirai pas les noms. Enfin, il y a Thierry Santa qui l'a dit lui-même. Je laisserai le deuxième le dire parce qu'il a été en contact proche du monsieur qui a été déclaré positif. Sur le nombre de collaborateurs, je crois qu'on en a 4 qui ont été en contact direct avec la personne, et on a quelques agents qui ont été aussi placés en quatorzaine. Sur le nombre d'agents, je ne suis pas sûr, donc je préfère pas dire de bêtises. Et par rapport au chômage partiel, vous avez dit que vous attendiez les réponses positives pour financer ce chômage partiel. Très concrètement, aujourd'hui, on en est où et qu'est-ce qui manque Très concrètement, aujourd'hui, on a à peu près 10 000 demandes de chômage partiel à l'heure actuelle. C'est les chiffres qui sont enregistrés à la direction du travail et de l'emploi. 10 000 personnes, quand généralement par an, on en traite 400. Je vous laisse imaginer le gap entre 400 à l'année et 10 000 en 15 jours. Donc il faut être transparent avec les gens, il ne faut pas mentir. Un tel volume de chômage partiel, en plus dans des conditions renforcées, on ne pourra pas le financer s'il n'y a pas l'aide de l'État. Au moins sur un prêt de trésorerie dans un premier temps. La Nouvelle-Calédonie, bien entendu, prendra sa part. Yoann Le Courrieux fait un travail très important pour rediriger les différents crédits de la Nouvelle-Calédonie qui ne seraient pas utilisés ou qui seraient utilisés à des fins accessoires, pour les rediriger vers le chômage partiel et vers les cotisations sociales, pour que la Nouvelle-Calédonie également finance cette partie-là, mais nous ne pourrons pas financer seuls. Donc nous travaillons avec l'État depuis le début. On a eu des nombreuses réunions avec le haut-commissaire, le directeur des finances publiques et tous les services de l'État, en respectant les gestes barrières et de distanciation, pour justement chiffrer l'ensemble de ces demandes. Le chômage partiel est chiffré aujourd'hui à 10 ou 12 milliards en fonction des critères qui seront attribués. Je sais qu'il y a des discussions qui sont en train de se dérouler à Paris. On attend des réponses dans la semaine. Voilà. Pas d'accord encore définitif de l'État. Non, il n'y a pas d'accord définitif de l'État, mais il y a des signaux positifs qui nous font espérer des bonnes choses. Mais il faut rappeler que l'État est pas sur son domaine de compétences également sur ces parties-là, contrairement aux autres DOM. Donc on a voulu des compétences. Il faut qu'on soit en mesure aussi de participer. Mais je le redis, si l'État nous accompagne pas dans ce dispositif qui est essentiel à la survie des salariés et des employés en Nouvelle-Calédonie, on ne pourra pas le mettre en œuvre de cette manière-là. Il faut être honnête. Et on essaye de l'être depuis le début. Pardon, sur le chômage partiel, toujours, vous avez parlé de 10 à 12 milliards, donc cette somme en fait est destinée à couvrir pour quelle durée? 2 mois, comme je l'ai indiqué à monsieur. Et donc, quelle est la durée prévue pour le chômage partiel? Est-ce que vous avez envisagé de le faire sur 2, 3, 4, 5, 6 mois? 2 mois. 2 mois. 2 mois sur cette partie renforcée, parce que je vous laisse imaginer 12 milliards sur 2 mois, si on le fait sur 6 mois. Je vous laisse calculer. Et dernière chose sur les montants, donc vous parlez de... Et l'idée vraiment, et c'est vraiment l'idée de continuer une activité économique et de reprendre une activité économique en sortie de confinement progressif, s'il devait y avoir sortie de confinement, c'est que la reprise économique soit en mesure d'arrêter ce dispositif de chômage partiel. On travaille sur ce plan de sauvegarde, mais on travaille aussi, et je l'ai indiqué vendredi, sur un plan de relance de l'économie qui sera présenté de manière forte par l'ensemble des collectivités dès la sortie de cette crise. Il y aura un lendemain à cette crise.
un vrai lendemain. Et donc on est en train de le préparer, de le travailler et de donner de nouvelles perspectives aux acteurs calédoniens. Et une dernière chose concernant les chiffres du chômage partiel, vous parlez de 84%, enfin il y a 100% du SMG, ça d'accord, vous parlez de 84%. Dans le dossier, dans divers documents, il est précisé 70%. Est-ce que vous pouvez... C'est très simple, c'est 70% du salaire brut. Je vais vous le dire très simplement, 100% du SMG. 100% du SMG pour les personnes qui sont au SMG, 70% du salaire brut qui correspond à environ 84% du salaire net. Et il y a certains cas, et nous avons pris une disposition en ce sens, c'est que s'il y a 100% du SMG, il y a certaines personnes qui sont légèrement au-dessus du SMG, et si on leur pratique 84% du SMG, ils vont se retrouver en dessous du SMG. On a pris une disposition à l'intérieur de la délibération qui prévoit que l'allocation ne peut pas être inférieure au SMG. Ça aurait été quand même un peu bête d'avoir des personnes qui ne sont pas au SMG et qui toucheraient moins in fine. J'avais une question aussi concernant les Je ne me suis pas trompé, vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. Vous étiez frustré vendredi. J'avais une question concernant les personnels qui bénéficient du chèque emploi-service, en particulier les femmes de ménage, pour lesquelles les consignes ne sont pas forcément toujours très claires. Donc, est-ce qu'elles peuvent continuer à travailler? Est-ce qu'elles ne peuvent plus? Donc, est-ce qu'elles peuvent continuer à travailler ou pas? Et dans le cas contraire, si elles ne peuvent pas continuer à travailler, est-ce qu'il y a des indemnités qui sont prévues? Elles peuvent bénéficier des autres dispositifs, du chômage partiel? Enfin, est-ce que vous avez des réponses à apporter là-dessus? Vous savez, en cette période de crise, et je le dis de manière fréquente maintenant, il faut savoir faire preuve de solidarité. C'est-à-dire que, je vais vous répondre, oui, on a prévu dans la délibération du chômage partiel la question des employés de maison. Mais il y a des personnes qui ne sont pas touchées par cette crise, qui continuent à avoir leur salaire normalement et qui peuvent considérer que leur femme de ménage peut être payée normalement, c'est des petits revenus, et de considérer que c'est un effort sur la solidarité calédonienne de continuer à les payer. Quand j'ai dit ça, on travaille également donc, du coup, à d'autres dispositifs. Je sais que la province Sud travaille sur une aide directe pour ces personnes, sur des bons alimentaires et sur une prise en charge de ces personnes pour les employés de maison. Nous l'avions mentionné dans la délibération relative au chômage partiel, relative au plan de sauvegarde économique. Ça devait être défini par arrêté parce que normalement, ces personnes-là ne se rendent pas dans les dispositifs de chômage partiel parce que parfois, elles ont plusieurs employeurs et comme c'est l'employeur qui déclare, qui demande le chômage partiel, on n'avait pas encore toutes les réponses. S'il peut y avoir des aides provinciales, on sera très content qu'il y ait des aides provinciales, mais on continue à travailler dessus, on les oublie pas. Mais je dis, la Nouvelle-Calédonie et les institutions ne peuvent pas faire tout seuls. Il faut faire preuve d'un petit peu de solidarité quand on a les moyens de faire preuve de solidarité. Et juste, donc les consignes sont que les employés de maison ne viennent pas travailler, si j'ai bien compris, c'est ça Quand elles sont en capacité de venir travailler en respectant les gestes barrières, en respectant la distanciation sociale, en respectant un certain nombre de choses, pourquoi pas? Mais quand elles ne peuvent pas venir travailler parce qu'il n'y a pas forcément de transport qui leur permet de venir travailler ou quand il y a un non-respect des gestes barrières, je demande qu'il y ait une compréhension dans les cas particuliers. La loi ne règle pas tout. Parfois, il faut faire preuve d'un petit peu de... Je le redis, de solidarité et de compréhension, surtout dans des périodes comme ça. Et pardon, vous avez parlé donc de l'interpatronal. L'intersyndical a également produit un communiqué en demandant les maintiens en fait des salaires du mois de mars et d'avril, une prime pour les salariés exposés, le report des charges de 3 mois et la négociation entre les syndicats et le patronat concernant les congés payés. Est-ce que vous avez une position là-dessus ? J'ai eu l'occasion de les voir ce matin, les organisations patronales et les organisations de salariés, plus les différents acteurs économiques que sont les chambres consulaires et les syndicats professionnels. Sur la question du maintien des salaires, vraiment le dispositif de chômage partiel que nous mettons en place, il est là pour ça. C'est-à-dire qu'il est là vraiment pour venir maintenir les salaires des employés dans les entreprises et que ces compétences, ces connaissances puissent être maintenues au sein de l'entreprise. Donc c'est une première réponse apportée aux syndicats de salariés. Sur la question de la prime, vous savez, dans la question dans la loi de relance,
qui était peut-être périmé du coup maintenant avec le nouveau contexte économique, mais la loi de relance que nous avions portée en fin d'année dernière, il y avait une prime exceptionnelle qui était détaxée et exonérée de tout impôt. Donc j'ai demandé à mes services de pouvoir voir si on pouvait étendre cette prime exceptionnelle qui pourrait être exonérée totalement de cotisations sociales, mais également de fiscalité, pour, dans un premier temps, peut-être récompenser les personnes qui travaillent dans des conditions qui sont complexes, mais dans un second temps, dans une autre phase de relance économique, qui pourrait être un élément de relance de la consommation. Et il y avait un troisième point, jeu de mémoire, non? C'était. Il y avait. Pardon, donc il y avait le report de charge. Oui, sur la question du report de charge, bah ça fait partie du plan de sauvegarde. Et il y avait les congés payés aussi. Oui, la question des congés payés, c'est une vraie discussion qui doit y avoir entre les partenaires sociaux pour proposer au gouvernement des accords, soit entre branches, soit de manière globale entre partenaires sociaux. Mais sur la question du chômage partiel, la partie des congés, il faut vraiment que l'utilisation du chômage partiel soit un peu le dernier recours. C'est-à-dire que si les entreprises sont en mesure de mettre en congé payé certains de leurs employés, mais parce qu'ils ont la trésorerie nécessaire pour le faire et qu'ils ont des congés nécessaires pour le faire, on encourage vivement l'utilisation de ces congés payés, ce qui fera diminuer un petit peu la note de l'enveloppe du chômage partiel. Et on pourra peut-être plus aider ceux qui en ont vraiment besoin. Très bien. Je vous remercie et je vous dis à demain.